C'est en cours, hein. Hop, je vais mettre en plein écran. Oui. Est-ce que vous voyez bien ce que je partage? Oui, C'est bon? oui. Et bah, donc merci encore à Denis et Laurence de m'inviter pour vous parler un peu de bon usage des anti-infectieux. Ça vient aussi d'une demande, hein, de terrain, donc de certaines, et certains d'entre vous, en tant qu'IMH, d'avoir un peu plus de connaissances peut-être ou en tout cas un peu plus d'apprécier un peu plus le maillage territorial du bon usage des anti-infectieux. Donc moi, je me représente, je suis le docteur Licio, je suis infectiologue, au CHU de Rouen, mais je suis également responsable de la structure régionale, Nord Antibio, qui est donc, centre régional en antibiothérapie. Alors rapidement le plan, une organisation régionale vous donner un petit peu les plans, enfin comment s'organise le bon usage des anti-infectieux ou en tout cas la promotion du bon usage des anti-infectieux en Normandie. Un contexte actuel sur la consommation et l'antibiorésistance. Un peu des notions aussi de bon usage des anti-infectieux que vous pouvez porter, en tant qu'infirmier et infirmière, je pense que c'est pas réservé, aux médecins, loin de là. Et puis également un petit, topo sur les infections urinaires en EHPAD avec bien sûr les résultats de l'audit auquel vous avez participé, récemment. Alors depuis 2022, ça a un petit peu changé, en région. Globalement, il y a 2 parties. Vous avez vu, on a mis des couleurs différentes pour bien différencier. En bleu, c'est le CEPIAS que vous connaissez évidemment par cœur, qui, a pour but de prévenir et contrôler les infections. Avec, vous avez vu 2 niveaux, un niveau régional tout en haut et un niveau local. Donc une répartition différente des tâches ou en tout cas les mêmes actions mais à différentes échelles. Et à l'autre côté, c'est en, rouge bordeaux, c'est le bon usage des anti-infectieux porté par Normandie Bio. Le projet du ministère, c'est que nos travaux doivent se porter en synergie et collégialement, c'est-à-dire, un, le bon usage, de l'autre part, la prévention et le contrôle des infections. Un exemple hyper pratique, c'est la vaccination. Quand vous vaccinez un patient, vous limitez bien sûr une infection, en particulier respiratoire en EHPAD par exemple, et donc une surinfection et donc pas d'antibiotiques s'il n'y a pas d'infection virale et donc on fait du bon usage. Donc c'est vraiment, très intéressant de travailler ensemble et je pense qu'on se nourrit chacun de nos connaissances, mutuelles. Et donc vous avez vu à l'étage local, c'est vraiment EMA qui ne veut pas dire mobile et qui veut dire équipe multidisciplinaire en antibiothérapie qui, devrait travailler en synergie avec les EOH, EMH. Alors j'ai mis EMA et infectiologue, puisqu'il y a pas mal d'infectiologues en place en Normandie, mais qui ne sont pas dans la structuration, d'équipes multidisciplinaires par manque de temps, praticien. Un peu le tâche d'en dessous, c'est les référents antibiotiques qui ne sont pas des infectiologues, mais qui peuvent de toute façon être, des relais, des liens aussi pour le bon usage des antibiotiques. Et puis en dessous, vous avez vu correspondant en antibiothérapie ou correspondant en hygiène dans l'établissement de santé. Donc c'est un peu comme ça que c'est organisé le maillage. Les 2 structures régionales, étant là pour, un peu organiser, aider, à la structuration, locale. Donc les missions du CRATB, un détail important mais qui n'en est pas un. En fait, Normandie Bio est né, entre guillemets, avant 2022, est né en 2016 avec, un acronyme qui était CRCA, qui voulait dire Centre de conseil régional en antibiothérapie. Et en fait, on a perdu cette fonction-là en décembre 2022 pour vraiment se concentrer sur d'autres, fonctions qui sont beaucoup plus de structuration. Le conseil est porté par les EMA et infectiologues en région. Je vous partagerai, en fin de diaporama tous les contacts, toute la répartition pour que vous puissiez avoir les contacts, locaux. Donc les missions du CRATB, c'est des actions dans les 3 secteurs, bien sûr en ville, en EHPAD et établissements, de santé privés et publics. On doit également coordonner et animer le réseau de professionnels de santé en charge du programme de bon usage et donc ça va animer le réseau des EMA, des infectiologues, mais aussi collaborer avec des professionnels de santé et donc médecins généralistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmières et bien sûr aussi infirmières de proximité, infirmières hygiénistes. Diffusion des référentiels, des recommandations, outils de communication. Et puis, on a également un travail d'expertise et d'appui, aux autres professionnels de santé avec, surveillance, résistance et consommation antibiotique, promouvoir le bon usage par des audits de pertinence et cetera. En gros, très structuration, un peu moins pragmatique peut-être que l'action, locale portée par, les EMA et vous, EOH, EMH. Alors rapidement, une petite photo. Je sais que mes collègues adorent se voir en photo, donc je ne demande pas une occasion de partager cette photo. Le docteur Thibon, vous connaissez, qui est donc double casquette CEPIAS et CRATB. Josiane ici présente, notre secrétaire également partagée. Marianne Delestre, tout au fond et avec des lunettes et Joanne Massic, qui sont les 2 médecins généralistes, que c'est important d'avoir un ancrage aussi en ville et de nous aussi
en tant qu'hospitalier, se rendre compte de ce que ça veut dire en fait, être praticien de ville. Moi-même au centre, le docteur Emmanuel Pinoir, qui est à Avranches-Granville et enfin, Cécile Lemoine qui vient d'arriver entre guillemets depuis maintenant quelques mois, qui est la secrétaire également partagée entre Normandigienne et Normandie. Alors le conseil en antibiothérapie, vous avez ici la carte qu'avec le lien qui est tout le temps actif. En fait, on il y a ça la carte de Normandie est découpée en GHT. Pour chaque GHT, il y a un contact direct vers un infectiologue senior. C'est pas forcément du GHT, parce que malheureusement, il y a des GHT qui n'ont pas d'infectiologue. Mais il y a toujours bon moyen d'avoir un avis, téléphonique ou de télé-expertise et donc je vous montre juste là, je pense que je ne vais pas non plus, m'attarder, je vous l'aurai le diaporama, sans souci. Donc vous avez des numéros de téléphone ainsi que des télé-expertises par OmniDoc, qui est donc une solution de télé-expertise. La télé-expertise, c'est pour un praticien, enfin pour un professionnel de santé, de demander à un requis, donc un infectiologue en l'occurrence, un avis infectieux. Donc ça peut être très bien, porté par un médecin, mais également par un autre professionnel de santé. Donc en tout cas, il y a des contacts, en Normandie. Vous avez de quoi et on pourra peut-être mettre en relation et vous aider à faire ça, mettre en relation l'infectiologue de votre, GHT et donc qui, prend en charge vos EHPAD avec, vous également, localement. Je ne sais pas si on fait des questions à la fin, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas ce que tu en penses, Denis? Sinon soit on les fait au fur et à mesure, c'est comme vous voulez. Josiane, je fais une petite aparté. Est-ce que tu pourrais envoyer le lien de connexion ou Cécile à Joanne qui, n'a pas le lien de connexion pour aujourd'hui, s'il vous Ah, je plaît? lui ai envoyé, hein. Il l'a Tu peux normalement. tu peux lui renvoyer. Voici la 2 adresses mail et sur Joanne Gmail, joanne.massic@gmail.com. Excuse-moi pour cet intermède. Il l'a reçu sur les 2 adresses et là, je peux pas tout de suite. Faut demander à Ah, Josiane. Oui, je vais le faire. je vous laisse faire ça, merci. Alors le contexte actuel, pourquoi on parle de bon usage des anti-infectieux? Eh bien, la place de la France en Europe, c'est un peu compliqué puisqu'on est le 5e plus gros prescripteur d'antibiotiques, en Europe et en fait des pays où il fait aussi froid, il y a autant d'infections respiratoires, par exemple, comme le Danemark ou la Lettonie, la Finlande et cetera. On a quand même beaucoup moins de, consommation d'antibiotiques. Donc il y a quand même une surconsommation chronique de la France. Même si on était à la 4e place avant, maintenant on est à la 5e place, on a une petite baisse. On est quand même parmi les plus gros consommateurs, d'antibiotiques en Europe. Alors, la prescription antibiotique, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est des chiffres très globaux, mais qui sont, du centre de surveillance européen et globalement, en fait, un tiers des patients hospitalisés en Europe sont, sous antibiotiques. 30 à 50 des prescriptions antibiotiques pourraient être optimisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas adéquates, soit l'indication, soit la durée, on verra plus tard. On estime à 25 000 décès, liés à l'antibiorésistance en Europe et 1,5 milliard d'euros sont, «consommés» entre guillemets à cause de l'antibiorésistance et ça ne va faire qu'augmenter puisque l'antibiorésistance progresse, et on verra un peu, pourquoi. Alors le contexte actuel un peu plus précis, si on est en Normandie, eh bien la Normandie, on n'est pas très bon non plus puisqu'on est là on a une forte consommation d'antibiotiques, en particulier en établissement de santé et la Normandie est numéro 1. Vous avez ici la Normandie, donc vous avez vu 354, donc c'est pour vous donner, hein, c'est bien sûr un même ordre, c'est bien sûr une même unité. En gros, c'est une consommation, journalière d'antibiotiques pour 1000 journées d'hospitalisation, ce qu'on appelle ici DDJ pour 1000 JH et bien sûr, c'est la même unité pour tous les chiffres comparés et donc bien évidemment que la Bretagne, qui est quand même juste à côté de nous, fait, 1/3 de moins que de consommation, mais qu'il y a quand même un problème en Normandie et vous avez ici, en fait, le schéma en bleu, la France et en orange, la Normandie et donc de 2012 à 2023, on a quand même une majoration on est toujours au-dessus et vous avez vu, ça remonte quand même de façon assez sévère en 2021 après la baisse, due à la pandémie covid. Progression de l'antibiorésistance. Donc l'antibiorésistance, ça veut dire bien sûr c'est la résistance aux anti-infectieux et pour les bactéries aux antibiotiques. Vous avez ici, à droite, un antibiogramme, d'un Escherichia coli, qu'on a eu, au CHU de Rouen. Je pense qu'Hélène connaît bien ce genre de le docteur Marigny, pardon, connaît bien ce genre d'antibiogramme. Vous avez vu qu'ici tout est R, même si c'est très petit, on voit que tout est R, sauf quelques molécules simplement et donc l'antibiorésistance, ce n'est peut-être pas forcément très grave, mais quand on a sur la multirésistance, on a bien sûr une résistance à plusieurs antibiotiques, ça peut bien sûr, compliquer le traitement, voire le rendre impossible et on peut avoir des impasses thérapeutiques, ou en tout cas une quasi-impasse thérapeutique sur des bactéries actuellement, en France et au CHU de Rouen. Il y a une petite différence entre 2 CHU. Le CHU de Rouen est un peu plus concerné par l'antibiorésistance pour l'instant, mais ça devrait malheureusement en partie déferler, sur l'ensemble de la Normandie. Heu
Donc c'était important. On s'était rendu compte en Normandie qu'on consommait beaucoup d'antibiotiques, qu'on consommait en particulier l'augmentin et en fait, on est tout le temps en tête de file. Vous avez ici les chiffres. La France, donc la consommation d'augmentin, toujours la même unité, 69 DDJ pour 1000 JH. Et vous allez en Normandie, on était à 98. Donc vraiment, c'est vraiment impressionnant les écarts de consommation entre la moyenne française et la moyenne de Normandie. Et puis en 2023, ça baisse un petit peu. Les autres molécules très consommées en Normandie, toujours en établissement de santé, c'est ensuite l'amoxicilline et la ceftriaxone. Donc c'est vraiment des antibiotiques très particuliers. On a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose avec l'augmentin en Normandie. Et donc on a voulu essayer de comprendre pourquoi. Et on a demandé aux équipes de référents antibiotiques et infectiologie d'établissements de santé en 2023 de réaliser un audit augmentin pour essayer un petit peu de voir, un audit, hein, c'est un peu évaluer, comme vous avez fait pour le CBU, évaluer un petit peu la prescription en elle-même et évaluer sa pertinence aussi. Et donc, on a retrouvé un peu les indications, sans surprise, infection bronchopulmonaire, infection cutaneo-muqueuse, infection digestive. Également, une indication un peu étonnante, c'est antibioprophylaxie prolongée et également infection urinaire. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu s'attarder sur la pertinence, c'est-à-dire par une double évaluation, pharmacien et référent antibiotique. Est-ce que l'antibiotique était pertinent? Est-ce qu'on aurait pu s'en passer, par exemple? Et en fait, on s'est retrouvé quand on part du bas, 10% des antibiothérapies n'étaient pas indiquées. On aurait pu se passer de prescrire un antibiotique. 14%, l'augmentin était non indiqué. On aurait pu choisir un antibiotique un peu moins large. Je ne vous l'ai pas dit, l'augmentin, tout le monde connaît cette molécule, amoxicilline acide clavulanique. Mais en fait, c'est un antibiotique qu'on appelle antibiotique générateur de résistance, qu'on appelle antibiotique critique, et en fait, qui a un fort impact pardon, sur le microbiote digestif et va avoir vraiment une sélection de mutants résistants plus importante chez les patients qui ont eu l'augmentin par rapport à un autre traitement antibiotique comme de l'amoxicilline par exemple. Et donc l'augmentin, même si c'est facile, que ça existe en comprimé, que tout le monde connaît la dose, que ça marche sur plein de choses, justement, ça marche aussi sur le microbiote digestif et donc ça a un impact important. Et néanmoins, on avait quand même plus de 2 tiers des prescriptions qui étaient, 3 quarts pardon, qui étaient, indiquées ou l'augmentin était indiqué. Mais par contre, à chaque fois, c'était peut-être la durée et en effet, en moyenne, c'était un jour, de traitement antibiotique en trop et en fait, il y avait une étude qui avait été faite, un peu une modélisation, il y a maintenant quelques années, en médecine générale. Quand vous économisiez un jour de traitement d'augmentin, donc plutôt 7 jours que 8 jours, par exemple, vous économisiez 8 de la consommation annuelle. Donc, vraiment, chaque petit pas compte dans la prescription antibiotique. Juste Non, je rapidement vois. sur les deux. Salut Joanne. Sur les données de la ville, les antibiotiques sont également la consommation antibiotique ou les prescriptions sont également entre guillemets «surveillées» ou en tout cas analysées au niveau de la ville et donc vous avez ici, la consommation selon les années. Avec une forte consommation en 2013, ça tend à descendre, ça a bien sûr chuté pendant, 2020 avec une réascension et là, c'est plutôt stagnante et puis vous avez vu, il y a des différences également selon le mois de prescription. Ici, vous avez de janvier à décembre et selon la classe d'âge également on va dire oui, les classes d'âge, pardon et donc les petits enfants, il y a une surprescription importante pendant, on va dire septembre à décembre, globalement, due aux épidémies, hivernales, en particulier virales, qui ne se surinfectent pas à chaque fois, mais qui peut donner lieu, malheureusement à des consommations d'antibiotiques. Donc on estime que 86 des antibiotiques consommés en France sont délivrés en ville. Ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement prescrits en ville, parce qu'il y a une part aussi de la prescription hospitalière. Donc on Merci. a quand même un constat, c'est une forte consommation, en Normandie et en particulier d'augmentin, avec une antibiorésistance en progression. Mais en fait, il y a pas mal de courants, c'est qu'on a l'impression de dire: «Bah oui, vous mettez un antibiotique sur un ensemble de bactéries, donc il va y avoir une sélection de mutants résistants, ça va sélectionner des mutants résistants». Et en fait, l'antibiorésistance est corrélée bien sûr à cette partie, à cette consommation antibiotique humaine, mais pas que. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de vous «ouvrir» un peu entre guillemets la discussion c'est que maintenant, il y a un concept qu'on connaît un peu et qui est vraiment décrit, sur plusieurs maintenant pans aussi, l'économie. En fait, le concept de One Health, une seule santé, c'est que tout est interconnecté. La santé humaine avec la santé environnementale et la santé des animaux, hein, animaux d'élevage, animaux domestiques, animaux sauvages évidemment. Tout ça est interconnecté, donc vous savez très bien, la Covid-19 provient, est une zoonose en fait, hein, d'origine, probablement animale et il y a d'autres virus ou d'autres bactéries pareil et en fait l'antibiorésistance, c'est identique et donc vous avez par exemple dans les effluents, des usines de production des antibiotiques, en particulier en Asie, où les contrôles sont beaucoup moins, serrés, une prévalence des bactéries multirésistantes qui est faramineuse. C'est vraiment très, très important de se dire que c'est en particulier sélectionné là-bas, avec les effluents qui sont pleins d'antibiotiques, en partie sous-dosés et qui donc sélectionnent, des mutants résistants. Et donc l'antibiorésistance est liée aux consommations antibiotiques à l'échelle humaine
C'est pour ça qu'on peut, nous, avoir un intérêt et avoir surtout une action à faire. Lié aussi aux consommations d'antibiotiques à l'échelle animale. Ça, on peut avoir aussi une action si on a des animaux, si on connaît, en diffusant aussi l'information. Et aussi à la pollution de l'environnement par les résidus d'antibiotiques, notamment ceux émanant des usines de fabrication. Ça, c'est plus dur. Et en même temps, en mettant la pression sur la consommation ou sur le lieu de consommation ou sur le lieu de production des antibiotiques, on peut aussi avoir ce type d'effet. Donc le but du bon usage des antibiotiques, c'est vraiment de préserver l'efficacité des antibiotiques. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose de passer à l'action. Attention, je ne dis pas que vous allez vous transformer en prescripteur, vous allez vous transformer en censeur, mais c'est aussi pour vous donner un peu les pistes et peut-être de tickets sur des situations auxquelles vous pourriez être soumise. Donc le bon usage des antiviraux infectieux, donc c'est d'abord moins prescrire. Est-ce que je peux m'abstenir en cas d'infection virale, hein? Vous savez bien, les antibiotiques ne sont pas efficaces sur des virus ou en cas de fièvre isolée. Est-ce que je peux différer le traitement? Est-ce que également je peux me dire: «Bah, je vais réévaluer à J2, J3 et également à J7 pour dire: "Bah, tiens, est-ce que je peux arrêter? Est-ce que je peux faire moins important?"» Oui, j'ai commencé Augmentin, ça reste un antibiotique à très large spectre, donc je vais baisser à amoxicilline, par exemple. Est-ce que je peux arrêter le traitement? Au tout compte fait, je pensais à une bactérie, en fait, c'est une infection, c'est une grippe confirmée, sur un TROD, bah, j'arrête l'antibiotique. Et également de penser toujours aux durées limitées. Mieux prescrire, c'est également se dire: «Je choisis la molécule qui est bien sûr efficace». Le but, c'est pas de mettre en danger le patient, mais je peux peut-être trouver un antibiotique qui est un petit peu plus étroit au niveau du spectre. C'est-à-dire, est-ce que je peux pas prendre pour un érésipèle, qu'on appelle maintenant DHBNN, dermohypodermite bactérienne non nécrosante, un érésipèle. Est-ce qu'on peut pas dire: «Est-ce que je mets que de l'amoxicilline plutôt que l'augmentin?» La posologie la plus faible active également, je peux choisir, peut-être que ça vaut pas le coup de mettre 2 grammes, peut-être que 1 gramme ça va suffire par exemple. Et enfin, ça peut être intéressant aussi pour vous parce que ça limite les infections de cathéter, les complications liées aux soins et cetera. On est en train de prêcher, vraiment les antibiotiques qui sont aussi efficaces par voie orale que par voie IV, de vraiment privilégier au maximum, un peu comme pour le paracétamol, on essaie de plus prescrire de Perfalgan, de mettre en oral plutôt qu'en IV. Et donc ça va être certaines classes d'antibiotiques très précises où là, c'est vraiment identique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous tromper puisque c'est la même dose en perfusion et en oral et c'est la même efficacité. Donc il y a aucun intérêt à prescrire en perfusion, il y a plutôt que des avantages et en particulier sur le plan également, risque infectieux. Les outils de Normantibio, ils sont, créés par Normantibio, créés aussi co-construits avec, le CEPIAS bien sûr, avec, Normandigène, l'Omedit et d'autres, également interrégions. Et puis, ils sont tous sur le site de Normantibio et des autres structures, collaboratives. Juste rapidement, sur la consommation et la résistance, les rapports régionaux, je pense que c'est des fois un petit peu long. Par contre, ça peut être intéressant et je pense qu'on vous a déjà fait la présentation des tableaux de bord, d'indicateurs de stratégie et également les tableaux de bord de l'antibiorésistance pour savoir un petit peu dans votre, comment dire? Dans votre, secteur d'activité, vraiment au niveau géographique, vous pouvez un petit peu avoir une idée de l'antibiorésistance, également des indicateurs de la stratégie. Un indicateur qui est dedans, je crois que c'est ICSHA, mais j'espère ne pas dire de bêtises, sinon il faut que France me corrige. Mais donc il y a vraiment des indicateurs qui peuvent être intéressants pour après vous mener des actions, locales. Rapidement, un outil qui est plus pour l'établissement de santé, mais je vous le montre quand même, plus pour un peu penser à la mouvance qu'on est en train d'essayer aussi de suivre, qui est de dire: «Je ne débute pas d'antibiotiques sauf». C'est pour ça je peux vous poser la question parce que c'est vrai qu'on voulait vraiment l'implanter en établissement de santé et pas forcément en EHPAD. Donc je ne prescris pas d'antibiotiques sauf si j'ai une suspicion d'infection bactérienne. Vous allez me dire évidemment: «Mais c'est pas toujours le cas» et site infectieux clairement identifié ou antécédent, terrain à risque, immunodépression, splénectomie, grossesse, ou urgence, hein, le patient est, en hypotension sévère à cause de l'infection, il faut bien sûr débuter un traitement antibiotique et bien sûr les prélèvements qui sont faits et on reparlera de l'ECBU puisque le but c'est d'être pertinent et de ne pas faire un ECBU, pour voir. Je passe peut-être un petit peu vite sur l'OPIV. Hop, excusez-moi, là aussi. Juste rapidement sur l'éco-prescription, certains d'entre vous étaient là, jeudi dernier à la journée régionale portée par l'ARS et l'Omedit sur, les éco-soins et donc il y avait une partie, éco-prescription et aussi bon usage des antibiotiques et éco-prescription. En fait, on a repris les thématiques, moins prescrire, mieux prescrire et également, tenir compte de l'empreinte, environnementale dans sa prescription. Et là, on va retrouver un peu ce que je viens de dire juste avant. C'est un, favoriser la prise orale, on vient d'en parler. À molécules équivalentes, des molécules qui sont vraiment aussi efficaces en IV qu'en péros, il n'y a aucun intérêt à mettre en IV. Attention, sauf si le patient ne peut pas prendre oralement, on est bien d'accord. Et également privilégier un schéma avec un minimum de doses.
Donc des plus fortes doses en une seule fois plutôt que plusieurs petites doses. Ça, c'est pour vous donner un peu des notions, mais c'est vrai que ça change tout le temps et d'ailleurs, c'est une plainte, régulière, c'est que les durées d'antibiotiques tendent à être diminuées parce qu'on va trouver la plus petite durée efficace et qui, bien sûr, aura moins d'impact, sur le microbiote, en particulier digestif et donc c'est intéressant, de limiter les durées de prescription et donc il y a des recommandations qui datent de 2024 qui sont assez récentes sur les infections courantes, retrouvées aussi bien en EHPAD qu'en ville et donc on peut trouver facilement sur, l'HS. Alors juste rapidement, qui dit bon usage des anti-infectieux dit aussi bon usage diagnostique et on va arriver rapidement à l'ECB, vous avez bien compris. Donc les généralités du bon usage diagnostique, c'est de proscrire les examens systématiques qu'on fait au cas où ou de principe. Proscrire également la répétition d'examens similaires, heu, sans changement de clinique. En fait, on va se dire: «Bah, tiens» et moi, la première, je fais cette erreur-là régulièrement. Moi, je vais quand même contrôler la CRP. Vous voyez? Moi, je vais quand même contrôler, la fonction du rein, des choses comme ça et puis également proscrire la multiplication des examens complémentaires qui ont le même intérêt. Par exemple, on va vous demander de faire, un scanner du rachis, un scanner du dos et vous allez refaire aussi une IRM derrière. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, en infectiologie, on va se dire: «Une infection et diagnostic clinique». Pas de bilan de contrôle systématique de l'inflammation s'il y a une évolution favorable. Il y a pas de CBU si pas de symptômes d'infection urinaire, on en parlera juste après. Pas d'écouvillon cutané, sauf cas particulier. Donc en EHPAD, pareil, les écouvillons cutanés, en fait, il y a pas de place. On va se retrouver avec une flore, polymicrobienne, pas très intéressante et on va pas savoir, quoi en faire. Pas de recherche de Clostridium difficile si pas de diarrhée. Pareil, ça peut être intéressant aussi en EHPAD d'avoir cette notion-là et avant de prescrire, surtout, ça c'est vraiment très important, avant de prescrire, réfléchir à l'impact du résultat sur la prise en charge. Est-ce que le fait de savoir que j'ai, un «bouillon de culture» entre guillemets sur un ulcère chronique sur une plaie, va changer quelque chose? Plutôt non, hein, bien sûr, mais donc ça, c'est des vraies questions, à se poser. Je passe un peu vite là-dessus. Donc la conclusion, sur, le bon usage des anti-infectieux, c'est vraiment le but, c'est de préserver l'efficacité des anti-infectieux, des antibiotiques. Qui dit bon usage des anti-infectieux dit bon usage diagnostique. J'utilise les bons moyens diagnostiques pour arriver au bon diagnostic, et ensuite je fais le bon traitement. Et ensuite le bon traitement, entre guillemets, c'est moins et mieux prescrire. Donc c'est je pense à l'indication, je pense à la posologie, également au choix de la molécule. Est-ce que je peux faire mieux que, l'augmentin? Est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que je peux aussi faire plus court? Donc la durée, toujours se dire: «Est-ce que je peux faire plus court éventuellement?» toujours en étant efficace, hein. Le but, c'est pas de maltraiter le patient, c'est de le traiter aussi bien en faisant moins et la réévaluation. Je vous ai mis ensuite des liens utiles, en particulier Antibioclick. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors bien sûr, je m'adresse aux médecins. Je ne suis pas sûre que vous puissiez, créer un compte en tant qu'infirmier. C'est une vraie question, mais qu'on pourrait poser. Antibioclick, c'est une plateforme, donc c'est un site internet, inscription gratuite, où vous avez un avis, en gros, en 4 clics, un avis de médecine, entre guillemets «générale» ou médecine de ville. Également le site de infectiologie.com qui est le site de la Société de pathologie infectieuse excusez-moi, en langue française. Hem et donc les recommandations sur les durées d'antibiotiques aussi. La SPILF, c'est vraiment, un site internet plutôt très médical et même très infectiologique, donc c'est un petit peu moins, peut-être évident d'abord. Ça marche bien si on a du mal à dormir le soir, quoi. Oh non, c'est va Oh bah, bon. Joanne Massy qui est arrivée un tout petit peu en retard, médecin généraliste qui anime, cette réunion aussi et qui est bien parce qu'il met un peu il nous sort un petit peu du milieu hospitalier, Non, qu'on oublie j'essaie des de fois. laisser respirer Élise parce qu'elle a un débit de parole qui est, Ouais, mais je vous avez respire bien, remarqué, ça va là. ça Ouais. va très, très vite, hein, Ouais, je et sais. il faut pas hésiter à poser des questions sur la conversation. Sur le chat, Moi je ouais. moi je retransmets, anonymement ou pas, hein, d'ailleurs. Le site de Normes Antibio, pour les outils régionaux, le site du CEPIAS et puis également, on y reviendra, je remettrai à la fin, les avis infectieux avec le téléphone et ou téléexpertise, pour avoir un avis infectieux. Sincèrement, je pense qu'aucun de mes collègues qui répond aux avis infectieux, ne répondra pas à un avis, qui émane d'une infirmière, ou d'un médecin hygiéniste, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé. Les autres liens utiles, voilà, vous les aurez de toute façon, parce que vous aurez le diaporama. Je vous en mets pas. Alors petite, limite, c'est le Hippopi, qui n'est malheureusement pas disponible, pour tout l'établissement de santé, qui sera probablement alors on espère, qu'il sera un jour gratuit pour tout l'établissement de santé.
On réfléchit sinon à éventuellement, on essaye d'avoir un accord au niveau de la région pour peut-être des tarifs préférentiels. Voilà. C'est pas Pour le vraiment gratuit, hein. Le but, c'est que en fait, ce soit les établissements de santé qui payent et Oui, qui sauf rémunèrent le ouais, pour travail l'instant, qui est c'est comme fait ça, pour Joanne, fabriquer mais en ce fait, livre sinon magnifique. Joanne, pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Néanmoins, le CEMIT, donc le conseil scientifique, universitaire d'infectiologie, se pose la question de le rendre gratuit. Ah, carrément. Ouais, c'est ça, c'est encore autre chose. C'est bien. Voilà. Je vous ai mis plusieurs peut-être qu'on peut faire des questions s'il y a dès maintenant ou à la fin, vous nous J'arrive dites. pas à voir le chat, j'ai l'impression d'être un boomer, mais Je regarde en même temps, Laurence. Ah, merci Laurence. De rien, je regarde et je ne Vous vois nous dites, sinon pas moi de questions. après on peut faire, N'hésitez pas, hein, au contraire. oh bah, Profitez-en. oui, là, c'est vraiment et après le chat, c'est que ça peut être anonyme, donc après c'est retranscrit par Laurence, et Joanne. Si vous avez besoin, de questions, il y a aucun souci. Après, il y a pas de questions, bêtes évidemment. Ou les réflexions ou les questions. Infection urinaire en EHPAD. On va parler de l'audit au ECBU. J'ai introduit un tout petit peu avec 2-3 petites choses, éventuellement nouvelles. Le microbiome urinaire. Je ne sais pas si vous étiez, lors de la réunion, je pense que c'était en 2023 à Rouen sur les ESMS. Et donc, il y avait le professeur Manuel Etienne, qui est mon chef de service, qui nous avait donc présenté ce microbiote urinaire. Et non, les urines ne sont pas stériles. Et il y a des bactéries qui sont difficilement cultivables, hein. C'est des choses qu'on voit jamais dans les prélèvements, qu'on voit jamais sur les ECBU, qui sont pas forcément très facilement cultivables. Il y a un vrai microbiote urinaire, comme il y a un microbiote digestif, j'en ai parlé longuement tout à l'heure, comme il y a un microbiote vaginal. Et en fait, il y a vraiment une concordance entre le microbiote digestif et le microbiote vaginal et le microbiote urinaire. Donc ça veut dire que si, on traite à tort des urines qui étaient certes colonisées, on va encore modifier le microbiote digestif et donc le microbiote urinaire. Et donc c'est vrai que globalement, l'antibiotique serait dans cette indication de colonisation, donc de non-intérêt à un traitement, inutile, délétère, voire iatrogène, parce que vous savez bien que les antibiotiques ne sont pas toujours bien tolérés. Et donc c'est important de juste dire ça, que les urines ne sont pas stériles. Ça, c'est quand même assez intéressant et ça change un petit peu de ce qu'on a appris, pendant, très longtemps. Néanmoins, précision, excusez-moi, néanmoins, un SCBU, peut vous être rendu stérile, d'accord? C'est-à-dire que, comme je vous disais à l'instant, c'est des bactéries qui sont difficilement cultivables, d'où le délai aussi de découverte de ces bactéries qui font les microbiotes urinaires. Mais ces bonnes bactéries qui sont un peu cachées dans le microbiote protègent aussi du risque, de colonisation par une neuropathogène. Ça, c'est juste pour vous remontrer 2-3 choses. Je m'attarde pas trop, c'est très médical et en même temps, c'est juste pour vous expliquer, en fait, les recommandations, des infections urinaires sur le traitement des infections urinaires se basent surtout sur un diagnostic. Vous allez me dire évidemment et donc en fait, c'est important parce que elles sont assez compliquées. Globalement, vous avez une bactérie dans les urines. S'il y a pas de symptômes, colonisation urinaire, ce qu'on appelle avant bactériurie asymptomatique, pas de traitement et il y a pas de sujet. S'il y a une bactériurie, donc une bactérie dans les urines avec des symptômes, c'est une infection urinaire. La question à se poser, mais en fait en EHPAD par exemple, tous les patients sont dits fragiles ou en tout cas, plus compliqués. C'est pour ça qu'ici, il y a les facteurs de risque de complications. Vous avez vu, c'est plus de 75 ans ou plus de 65 ans avec un critère de fragilité. Globalement, en fait, en EHPAD ou même à l'hôpital régulièrement, on est dans ce type comment dire? De situation. L'homme également et la grossesse sont toujours des infections, à risque de complications. Et après, il y a différents types. Il y a l'infection urinaire simple. Donc on peut avoir une infection, urinaire simple, donc c'est-à-dire pas de facteur de complication. Femme jeune, 20 ans, pas de grossesse. C'est peut être une cystite, donc une infection de la vessie ou une pyélonéphrite, une infection des reins. C'est pas la même durée de traitement, c'est pas la même, aussi gravité, hein, puisque pyélonéphrite, c'est une infection parenchymateuse, donc ça peut se compliquer de septicémie et cetera. Et à droite, vous avez vraiment un risque de complication et donc globalement, vous avez les 3 terrains, pyélonéphrite, infection urinaire masculine ou cystite qui peuvent être à chaque fois à risque de complication. C'est un peu peut-être rébarbatif comme classification, mais ça permet d'avoir des durées de traitement qui sont adaptées. À partir du moment où c'est à risque de complication, vous avez une durée qui est plus importante. Il y a un autre élément derrière, plutôt hospitalier quand même, qui est: est-ce que la pyélonéphrite est simple mais grave? C'est-à-dire qu'elle peut être simple et grave. Une jeune femme peut très bien faire un sepsis sévère et se retrouver en réanimation avec une pyélonéphrite qu'on dit simple, parce qu'elle a pas de facteur de risque, mais elle est grave parce qu'elle a une hypotension
Et c'est pareil, l'inverse est également vrai. On peut avoir une pyélonéphrite à risque de complications non graves. Mais en fait, tu es en train D'accord. de nous dire que tout ce qui est en bas à droite de ce magnifique schéma, c'est Ouais. plutôt appeler l'infectiologue, quoi. Oui, clairement, enfin, de toute façon, vous avez phase de gravité, déjà, c'est plus de la ville, hein. C'est C'est déjà pas c'est nous, déjà les compliqué. simples généralistes, qu'allons faire la C'est ça. PNA et IU grave. Non, non, J'ai mais sans compris. rire, par contre, à risque de complications, c'est le quotidien. Voilà, ça va Oui, vraiment être, oui. dans les patients que vous allez pouvoir, rencontrer. Alors le CBU, les critères aussi pour un peu dédramatiser, urine de 2e jet, on en reparlera juste après. Examen direct, c'est un peu désuet maintenant. On le demandait nous en infectiologie, mais maintenant il y a beaucoup d'automatisation. Donc vous aurez du mal à demander un examen direct, donc une lecture, hein, de l'urine, par le microbiologiste. Par contre, c'est important, c'est ça, c'est le seuil de significativité. C'est-à-dire que des leucocytes supérieurs ou égal à 10 puissance 4, OK, il y a une réaction inflammatoire, il se passe quelque chose. La bactériurie, ça va dépendre aussi du sexe, enfin du genre, du patient et de l'espèce bactérienne. Et donc vous avez vu les thématiques, c'est pas tout pareil, Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, qui est un staphylocoque qui adore, la vessie des femmes en particulier, donc qui donne des cystites de femmes jeunes, c'est 10 puissance 3. Et vous avez pour les autres bactéries, type entérobactéries, type, par exemple Pseudomonas, ou même Klebsiella pneumoniae, c'est vraiment 10 puissance 4 pour la femme. Donc c'est important parce que des fois on peut se dire: «Mince, j'ai une forte leucocyturie, mais j'ai une bactériurie qui a 10 puissance 3, 10 puissance 2, qu'est-ce que j'en fais?» Vous savez bien qu'on a fait, enfin j'espère que vous savez qu'on a fait une boîte à outils, infection urinaire en EHPAD, une boîte à outils portée par le CEPIAS et Normantibio, qui permet aussi de se retrouver un petit peu dans le peut-être dans la prise en charge avec, la fiche interactive mise à jour, des vidéos, des documents pour les familles, des mémos au niveau prévention et diagnostic, prise en charge des cystites et puis également, l'enquête de pertinence dont on va parler juste après. Donc ça c'est l'affiche, de j'espère que c'est la bonne. Je vais voir si vous suivez. Bref, c'est l'affiche de 2024 normalement, 2024-2025, la saison, qui reprend à chaque fois contexte, prévention, diagnostic, traitement. Et donc en fait les nouveautés, la nouveauté de 2024, on va dire qu'on a entériné nous pour fin 2024, c'est vraiment le changement en fait de comment effectuer un ECBU. Et donc c'était 1, c'est vraiment important d'évacuer le premier jet. Vous allez me dire: «Oui, on vient de dire que c'est début de 2e jet, tout le monde le sait». En fait, c'est le volume qui compte aussi. Il faut vraiment évacuer un volume assez conséquent d'urine du premier jet pour en fait être bien sûr qu'on fasse un 2e jet. Pas facile chez le sujet âgé ou chez le sujet incontinent, nous en conviendrons tout à fait. Vous ne regarderez plus jamais Heu, votre tasse d'expresso de la même manière. Tout à fait. Ni On Georges parle bien d'un Clooney. expresso, pas d'un ristretto. Pas en Donc Italie, en sinon gros, ça voilà, va peut-être venir de 100 Pau. ml quand même si on peut. Pas facile non plus quand on a une cystite, hein, d'uriner autant que ça. Et puis également, les nouvelles recommandations européennes 2023 sur la bonne pratique de l'ECBU. Il n'y a plus de place pour l'antiseptique, pas de savon non plus. C'est une toilette à l'eau au niveau périnéal avant de faire le CBU. Ça, c'est les affiches, promues par les infectiologues, en France sur l'intérêt ou pas de l'ECBU. Et donc, je trouve que les affiches sont plutôt bien faites. La première, c'est: «Est-ce bien utile? Un ECBU positif ne suffit pas au diagnostic d'infection urinaire. Ne prescrivez pas ne prescrivez pardon, un ECBU que si vous suspectez une infection». Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis également la phrase, bien sûr, je vais citer Laurence: «Pipi qui pue, pas de BU. Ces urines Ah sentent non? mauvais, je prescris un ECBU. Les urines malodorantes et ou troubles isolés ne justifient pas, de réaliser ou de prescrire un ECBU». C'est Philippe Et Suel, hein, l'auteur je de la sais, phrase. mais bon, Laurence est là, quand même. Le bonusage diagnostic donc pour le CBU, donc pas de CBUC, urine malodorante ou purulente isolée, pas de symptômes, contrôle en fin de traitement systématique. Donc ça, on en a eu beaucoup dans l'audit, CBU, il y a quand même beaucoup de contrôles, en fin de traitement. Je pense qu'il y a quand même un côté, un peu stressant d'avoir eu une infection urinaire et donc on veut contrôler qu'on tout soit bien parti. Le CBU, est indiqué si signe fonctionnel urinaire, plus ou moins fièvre, femme enceinte asymptomatique et avant geste ou avant chirurgie urologique. Et donc, on va revoir après les résultats de l'enquête sur la pertinence de CBU. Juste pour interpréter les résultats, pas de leucocyturie égale pas d'infection urinaire égale pas d'antibiotique. Donc, vous n'avez pas de leucocytes, donc il n'y a pas de réaction inflammatoire. Donc, ça veut dire que si vous avez des leucocytes inférieurs à 10 puissance 4, mais vous avez une bactériurie à 10 puissance 3, ça ne sert à rien de traiter. C'est un résultat souvent qui est discordant, éventuellement à refaire, mais il n'y a pas l'indication à traiter, en tout cas en urgence. Bactériurie, donc vous avez une bactérie, pas de symptômes, on appelle ça une colonisation
ou une contamination, pas d'antibiotiques. ECBU polymicrobien, ça on est quand même parti jusqu'à une contamination jusqu'à preuve du contraire. Il faut souvent refaire le CBU avant de décider. Il arrive que des patients soient vraiment, présentent vraiment une infection urinaire polymicrobienne. Je pense que ça vaut le coup d'avoir un avis infectiologique à ce moment-là, parce que c'est de se dire quelles bactéries on prend en compte, est-ce qu'elles ont bien été investiguées avec des antibiogrammes, de voir un peu ce qu'il faut faire. Par contre, significancelle urinaire, bactériurie, leucocyturie, vous avez la triade, c'est une infection urinaire, il faut bien sûr traiter par antibiotiques. Juste rapidement sur le trajet de l'ECBU. Le premier jet, il part à la poubelle. Vous avez le deuxième jet, qui est donc recueilli au laboratoire avec 2 types d'analyses. Une première qui est la cytologie, globules rouges, globules blancs, pour la leucocyturie. La mise en culture, identification bactérienne, là, Escherichia coli, c'est le classique. Et bien sûr, antibiogramme pour avoir la sensibilité aux antibiotiques. Et donc, en fait, ça prend généralement de 2 à, on va dire même plutôt 3-4 jours d'avoir le résultat définitif. Alors, les résultats de l'audit régional que vous avez porté et on vous remercie. Ça, c'est une proposition de présentation. C'est pas du tout définitif, c'est en cours de travail. Donc j'ai repris ce qu'a fait Pascal Thibon avec les résultats que vous avez bien sûr tous colligés et les statistiques réalisées aussi par Léa Messidor du CEPIAS avec Denis. Donc c'est vraiment en cours, mais c'est une proposition. Donc c'est en tout cas pour vous donner un peu les résultats. Donc, la méthode, vous vous rappelez, évaluation des 5 derniers ECBU réalisés dans chaque structure participante. La participation, 69 EHPAD participants, 18% des EHPAD normands, mais surtout 64 sur 69 accompagnés par un Normand indigène. Donc, c'est quand même majeur. C'est vrai que votre place est vraiment très importante, parce que quand vous êtes là, c'est fait. 355 ECBU ont été analysés sur la période. Par rapport au protocole, 12% des EHPAD ont un protocole complet de prise en charge des infections urinaires, prévention, diagnostic et traitement. 32% ont un protocole de prise en charge partielle, prévention ou diagnostic ou traitement. Et puis, il y a 13 protocoles diagnostiques et 15 protocoles mentionnent encore la bandelette urinaire. 32% des EHPAD signalent utiliser la boîte à outils que je vous ai présenté très succinctement tout à l'heure. Alors, le motif des ECBU, j'espère que ce n'est pas trop petit. Donc, tout en haut, motif de CBU, pourquoi ça avait été réalisé 74% présence de signes cliniques d'infection urinaire. OK. 17% absence de signes cliniques d'infection urinaire. Et donc, on avait urine trouble, malodorante uniquement, 7%. Aucun signe ou signe évocateur, signe non évocateur, 6%. Syndrome inflammatoire biologique isolé, 4%. 6% fait en systématique, contrôle de la guérison, mais jugé non pertinent. Et il y avait 3% de systématiques pertinents. Par exemple, on fait systématiquement un ECBU avant une chirurgie urologique. Et là, bien sûr, c'était pertinent de faire le CBU puisqu'on va devoir traiter le patient avant la chirurgie. Et donc, en fait, tout compte fait, quand on regarde un peu tout ça, on avait environ 23% des ECBU qui étaient évalués non pertinents, puisque soit fait en l'absence de signes cliniques d'infection urinaire, soit fait en systématique et ce n'était pas pertinent. Donc ça peut quand même être une marge de manœuvre assez importante sur le nombre de CBU faits. Ici, vous avez en bas à gauche les CBU, c'est-à-dire qu'ils ont été faits, mais donc quel est le résultat? Et donc, on avait 86% de CBU qui étaient positifs, dont polymicrobien dans 24%. Vous vous rappelez, polymicrobien doute quand même sur une contamination, sur une colonisation. La prescription de l'ECBU était faite après avis médical dans 84% des cas, donc il faut qu'on agisse au niveau des médecins prescripteurs, évidemment. À l'initiative de l'infirmière, 15%, et selon protocole, 1%. Et puis, en fait, 33% des patients avaient bénéficié d'une bandelette urinaire avant le CBU. Donc, peut-être que ça peut aussi déclencher des ECBU faits probablement à tort. Alors, on s'est un peu attaché donc dans la limite, parce que c'est vrai que le protocole qui était rédigé par Laurence et Denis était plutôt ECBU. Il y a quand même eu, et je vous en remercie, des détails sur les antibiotiques, ce qui, moi, m'intéresse bien sûr pour le bon usage. Et donc, on a pu en fait extraire 205 traitements antibiotiques évalués par moi-même. Et donc, top 3 des molécules prescrites, C3G, donc céphalosporine 3e génération orale, céphalosporine 3e génération injectable, donc la rocéphine, ceftriaxone, et la phosphomycine. Durée de traitement de plus de 7 jours, 36%. Colonisation urinaire avec traitement antibiotique, 59%. C'est-à-dire, vous voyez, quand on fait un ECBU qui n'est pas indiqué, et quand on est tenté de traiter, quand c'est positif. Et c'est tout à fait normal de se dire, mince, j'ai quand même une bactérie, qu'est-ce que j'en fais? D'où l'intérêt de ne pas prescrire le CBU quand on n'a pas ce contexte très précis d'infection urinaire.
La pertinence du choix des molécules. Alors, cystite à risque de complications, on était à 45%, pyélonéphrite aiguë, 50% et infection urinaire masculine, 67%. En fait, ce qui est difficile, c'est quand les infections sont non parenchymateuses, donc quand c'est des cystites globalement, et bah, c'est très dur parce que il n'y a pas de signes généraux, il n'y a pas de fièvre bien sûr, il n'y a pas de frisson, il n'y a pas d'altération d'état général, les gens sont peut-être un peu fatigués ou ont des douleurs un peu atypiques et donc je pense que c'est beaucoup plus difficile de diagnostiquer une cystite chez une femme âgée qu'une pyélonéphrite où là vraiment il y a une dégradation clinique. Et donc en fait la pertinence globale des antibiotiques était de 40%, ce qui est quand même assez faible. Pour vous dire, la pertinence globale de l'audit augmentin, on était à, alors c'est pas non plus, on était à 50%. C'est pas non plus une différence majeure, hein, mais Mais c'est vrai c'est que c'était pas non pas. plus l'objectif principal Pas du tout. Non, non, de c'est pas. En l'étude, fait, donc on c'est s'est dit, difficile bah de tiens, c'est conclure dommage. là-dessus, quoi. Ouais. On s'est dit, c'est dommage. On a 355 ECBU, 355 dossiers qui Voilà. ont été colligés. C'est dommage de ne pas utiliser entre guillemets ces Ils données-là pour peuvent aussi pas un peu s'en avoir une empêcher, photographie. quoi. C'est terrible. Il y a une question dans le chat. Il y en a Ouais. deux même, Même Josiane. deux. Maintenant ou tout à l'heure? Comme vous voulez. On peut faire. Vas-y, Joanne. Alors, le lavage à l'eau, c'est un peu, ça rejoint ce que nous avaient demandé Ah les oui. sages-femmes Ouais. du réseau Onconat. Pourquoi est-ce que, alors non, c'est pas vraiment pourquoi là, c'est pour tout le monde ou juste les patientes âgées. Ah bah non, Est-ce non, non, qu'on tout le monde. abandonne le Ouais. savon pour tout le monde ou Oui, pour oui, oui, oui. juste Ouais. Ouais. C'est eau, voilà. eau claire, tout à fait. Donc, c'est au clair parce qu'en fait le savon Ouais. n'apporte pas de bénéfice. Hein, c'est ça, Laurence? Exactement. Et ça voilà, n'apporte pas de bénéfice, ne va pas. Enfin, il n'y a aucun intérêt de mettre du savon, donc c'est faire plus simple. C'est Élise qui nous a informé des recommandations, nouvelles recommandations européennes, hein, qui sont peut-être pas encore tout à fait dans les mœurs, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a encore deux discours un peu différents. Mais le REMIC, qui est donc le référent, en fait, la référence pour les microbiologistes, est en train de réécrire justement. Voilà, donc ça c'est vaut le ça. coup, en Donc fait. ça va aller vers ça, en tout cas. Donc je pense qu'il faut le faire dès maintenant. Ça sert à rien de laver au savon ou à l'antiseptique, il faut juste laver à l'eau claire et voilà. Et une autre Voilà. question, Joanne, peut-être. Les C3G orales. Oui. Des exemples, s'il vous plaît. Alors ça, Ah oui, bien sûr. on va dire Ça va que être c'est un peu un Oroken. sujet d'actualité. Hein. Tout à fait. Oroken, si vous connaissez le nom commercial, donc cefpodoxime, cefixime, qui sont quand même qui sont pas mal donnés du coup. Pour tout vous dire, on va apporter un travail, alors Normand Antibio, mais aussi les EMA en ville sur les prescriptions de ces 3G orales. Globalement, il y a très, très, très peu de place. Hein. Vraiment, ces 3G orales, c'est dans les recommandations d'infection urinaire, c'est en 4e ligne thérapeutique. Donc, c'est vrai que là, que ce soit la première prescrite dans ce qu'on a évalué, c'est un peu surprenant. Donc, ça vaut le coup de faire un message là-dessus. Les C3G orales ont le désavantage d'avoir un impact sur le microbiote digestif beaucoup plus important que l'augmentin et identique à la version injectable, donc identique C'est à la du napalm, ceftriaxone, quoi. mais ça marche moins bien. Et ça marche moins bien. Et en plus, ça nous permet de rentrer, si jamais par malheur, la flore ou les bactéries qu'on vise par la C3G orale se trouvent sélectionnées résistantes avec un traitement. Malheureusement, ça ouvre ce que tu nous expliquais, Élise, une résistance de classe. C'est-à-dire qu'on va abandonner et on va devenir, on va être confronté à la résistance aussi à notre bonne vieille copine, la roséphine. Donc il faut y aller mollo sur ces 3G orales. Ouais. En gros, il y a Oroken, tu viens de en parler. Il y a aussi un Oroken, adage pas qu'on la peut peine. Ouais. retenir. Hein, c'est Oroken, c'est pas la peine. Voilà. C'est bon pour les questions? Bah, je crois que pour l'instant, oui. Très bien. Il y a une petite tortue avec l'antibiogramme, mais je n'ai pas compris la signification. On va revoir. Les principaux messages qu'on voudrait mettre en exergue, mais ça, on peut voir ça aussi avec vous. Là, le projet, c'est de vous présenter un petit peu les résultats et on pourra en discuter, je pense, après. Ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Les principaux messages, c'est donc de prescrire le CBU face à des signes cliniques d'infection urinaire et non pas juste comme ça. Pas de bandelettes urinaires chez les personnes âgées. Les colonisations sont fréquentes et importance de la prévention, hydratation, lutte contre la constipation, miction favorisée, ce qui est très dur à mettre en pratique puisque ça demande beaucoup de temps personnel, mais c'est ce qui marche très bien régulièrement. Alors, la proposition pour la communication sur les résultats. Donc, on voulait faire un poster régional, ce que je vous ai montré un peu de cet ordre-là, qu'on pourrait diffuser, qu'on pourrait envoyer bien sûr à tous les EHPAD participants. Mais ce qui est important, c'est qu'on voulait mettre les résultats locaux aussi alors si on n'est pas d'accord, mais on va voir pour se mettre d'accord peut-être sur l'affiche ou alors de vous envoyer via une connexion des infirmières sur une application en ligne pour avoir le choix de l'EHPAD. Vous choisissez votre EHPAD
ayant participé à l'audit et vous avez les résultats locaux, l'accès au poster régional et la page avec un tableau des ECBU de l'EHPAD. Je vais vous montrer juste à quoi ça peut ressembler. Donc là, vous mettez choix de l'EHPAD, donc Normandie bien sûr, et après choix de l'EHPAD dans audit ECBU. Et vous tombez dans l'application, le poster régional et de l'autre côté, le tableau des résultats pour chaque EHPAD. Parce que bien sûr, chaque ECBU a été analysé et donc, pardon, et donc peut faire l'objet d'un petit détail. C'est vrai qu'il n'y a que, entre guillemets, 5 ECBU par EHPAD, donc ça peut être compliqué d'avoir des conclusions. Donc c'est une discussion à avoir après. J'ai une partie thérapeutique, je ne sais pas si c'est très intéressant, enfin c'est peut-être un peu trop compliqué, mais globalement, peut-être que ça peut vous faire un peu tiquer peut-être sur les durées de traitement éventuellement. Juste rapidement, ça c'est pour les cystites à risque de complications, pour les sujets âgés. Vous voyez, il y a 2 techniques. Soit on attend, en fait la patiente est peu symptomatique ou on ne sait pas trop. On fait le CBU, on attend le résultat et on voit l'évolution clinique aussi et on peut attendre et c'est ce qui est promu en première intention, c'était traitement différé et c'est d'emblée amoxicilline, selon bien sûr l'antibiogramme ou pivméthyliname ou nitrofurantoïne qui est la furadentine. Attention à la furadentine, c'est contre-indiqué avec une insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 45. Sinon la patiente est trop gênée, vraiment très symptomatique, aussi bien sur le plan global que sur le plan local. Vous avez le droit de débuter un traitement, soit par furadentine, soit par phosphomycine trométamol, qui est donc le Monuril, que je prescris facilement, J1, J3, J5, qui se prend quand même plus facilement des fois que sur 7 jours. On va pouvoir le faire aussi chez les hommes, je crois. Hein, Ouais, ça ne saurait tarder, mais c'est pas encore passé, donc je peux pas trop. Enfin bon. C'est un secret de Polichinelle, quoi. C'est ça. Cystite aiguë récidivante, je crois que vous en avez plusieurs. Je crois que ça a été un peu soulevé lors de l'audit. Vous avez été comment dire? Surpris à plusieurs reprises, je crois chez plusieurs d'entre vous, de voir des patients à répétition sous antibiotiques, au long cours pour les infections urinaires. En fait, il y a 2 molécules recommandées et c'est pas plus. Donc déjà, c'est au moins 4 épisodes d'infection urinaire pendant une période de 12 mois. Et ensuite, ça va être, le Monuril en première intention, une prise tous les 7 jours ou le Trimétoprime, qui est donc une simple partie du Bactrim qui est beaucoup moins allergisante que le Bactrim tout seul. Et donc le Trimétoprime est beaucoup mieux toléré et pareil, ça peut être, ça peut être suite à une prise de risque ou ça peut être donc coïtal et cetera ou alors, 1 fois par jour maximum. On peut aussi espacer un peu les prises et sinon c'est du Bactrim. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment pour les cystites, pour les, cystites aiguës récidivantes également, c'est vraiment non pour les fluoroquinolones, non pour les bêta-lactamines type C3G, que ce soit oral ou parentéral. Vraiment, on essaie vraiment de limiter parce que c'est vraiment des antibiotiques qui impactent beaucoup le microbiote digestif et qui seront surtout utiles pour les infections parenchymateuses, qui sont juste après. Une petite précision, la furadentine, c'est contre-indiqué au long cours. Ça donne des pneumopathies d'hypersensibilité, donc il faut les donner dans des traitements séquentiels. Le Trimétoprime, pardon, Élise, on le trouve Ouais. en ville? Oui, bien sûr. Ça Delprime, le nom Delprime. commercial. Voilà. Delprime, ouais, tout à fait. On a Prozac après quand on donne ça, par contre. Ouais. Comment? Non, rien. Juste pour les pyélonéphrite, vous voyez, c'est la durée de traitement qui va changer, parce qu'on n'est pas sur des infections urinaires simples. Vous vous rappelez, c'est à risque de complications au vu de l'âge des patients. Donc c'est plutôt 10 jours de traitement. Néanmoins, vous voyez, c'est là où les molécules qui ont une très bonne diffusion, C3G, parentéral ou fluoroquinolone, on est vraiment sur, un traitement de 7 jours pour les pyélonéphrites simples, parce qu'il y a une très bonne diffusion tissulaire et parenchymateuse, donc on les garde pour les infections sévères. Infection urinaire masculine, je passe directement à la fin. Il n'est pas noté ici parce que pour l'instant, dans les recommandations de 2018, ce sont les infections urinaires qui sont tout le temps parenchymateuses. Donc, c'est soit fluoroquinolone, soit Bactrim, mais soit C3G injectable. Mais juste après, en effet, des nouvelles recommandations sont en cours d'écriture. Et donc, on pourrait arriver à différents diagnostics. On pourrait avoir une infection urinaire chez un homme avec de la fièvre, c'est une infection tissulaire, c'est donc une prostatite aiguë ou une pyélonéphrite. Pas d'infection tissulaire, ça voudrait dire pas de fièvre, on pourrait dire cystite de l'homme qui serait du coup une cystite à risque de complications. Et non pas au rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée de l'homme, la cystite. Mais pas de fièvre, mais bactériémie, prostatite aiguë ou pyélonéphrite. Et donc la durée de traitement, c'est 14 jours actuellement pour les infections urinaires masculines, pour les prostatites. Peut-être qu'on pourrait faire moins longtemps pour les infections cystites
like. C'est en cours d'écriture, donc on devrait vous tenir au courant de la suite, mais ça peut être intéressant pour aussi pas traiter toutes les infections urinaires des hommes qui ont que des signes d'irritation vésicale par des antibiotiques type fluoroquinolone ou C3G. Mêmes outils que tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter. Je vous remets la carte une deuxième fois, comme ça vous êtes sûr que vous avez les contacts. Pareil pour la Manche, enfin pour tous les départements, pardon. Je vois, j'ai acheté Centre-Manche, excusez-moi, je le vois parce que c'est important. En fait, il y a une réorganisation du conseil, parce qu'il n'y a plus d'infectiologues sur ce GHT de Centre-Manche. Et donc, la téléexpertise est réalisée par Avranches-Granville, excusez-moi, et Cherbourg, et la réponse téléphonique par Caen. Vous avez quand même 3 équipes d'infectiologie qui peuvent vous répondre suite à un avis dans ce GHT. En conclusion, l'infection urinaire, c'est l'infection communautaire et associée aux soins la plus fréquente, en ville bien sûr, en EHPAD et en établissement de santé. Le bon usage diagnostique des antibiotiques commence par le bon usage diagnostique, par la bonne réalisation de l'ECBU dans les bonnes indications. L'antibiogramme ciblé, j'en ai pas parlé, c'est vraiment pour les femmes de 15 à 65 ans qui ont une infection urinaire simple, donc sans facteur de risque de complications, à Escherichia coli, où en fait, vous allez pouvoir peut-être voir ça au fur et à mesure, apparaître des antibiogrammes beaucoup plus limités. C'est-à-dire que vous n'avez pas 15 ou tout à l'heure 15 ou 20 molécules testées, mais il n'y en a plus que 5 ou 6 pour en fait aider le praticien à choisir le bon antibiotique sans forcément avoir trop de choix et être un peu perdu. Donc, épargne dès que possible des antibiotiques critiques, fluoroquinolone, C3G oral, augmentin. On évite de les utiliser à tort et à travers, en particulier pour les infections urinaires, en particulier à répétition ou pour les cystites. On respecte la durée, donc on essaie de faire vraiment des durées de plus en plus petites. Et l'actualité, alors j'ai mis 2025, on verra peut-être d'ici fin 2025 de nouvelles recommandations infections urinaires masculines qui pourraient changer quand même les durées et les choix des molécules antibiotiques. Merci pour votre attention. J'ai une dernière chose. On propose aux sages-femmes, donc je vous dis, parce qu'on a commencé un petit peu à étendre ces formations un peu comme ça, pluriprofessionnelles, et donc à vous également, on propose éventuellement des e-learning, donc vraiment de format très court, type vidéo, petit quiz après pour savoir ce qu'on a retenu sur l'antibiorésistance, sur les infections urinaires, avec également des images, des vidéos. Le but, c'est un petit peu d'animer ce bon usage des anti-infectieux aussi, si ça vous intéresse. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire et je ne sais pas si vous avez le temps aussi de faire ça. Mais c'était une proposition, puisqu'on va le faire pour les sages-femmes, on vous le propose également. Bien sûr, ce sera à chaque fois du contenu adapté. Et c'est sur inscription auprès de Josiane Lebeltel, ici présente, si ça vous intéresse. Et puis, je réponds à vos questions. Il y a des Je vous lots à remercie de votre gagner, attention. hein, bien entendu. C'est les mêmes que pour les C'est sages-femmes. Ah, d'un coup, c'est un une voyage grosse pour 2 demande de personnes. Joanne d'avoir des lots Oui. à gagner quand on répond bien au Bah, quiz. sinon, on n'en a rien à faire de jouer. Personne va jouer s'il n'y a pas de truc à Je gagner. sais, mais on n'a toujours pas, Bon, abordé ce on reste sujet. sur le même lot pour l'instant. C'est un voyage pour 2 personnes à Darnétal. Voilà. C'est sûr que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de. Bah si, sympa dans l'étal, bon bref. Oui. Donc pour les fluoroquinolones, est-ce que c'est compatible avec nombreuses restrictions d'utilisation de l'ANSM? Alors, c'est important de parler de ça, c'est très bien. En fait, clairement, les fluoroquinolones sont des médicaments qui sont très utiles, qui marchent très bien, qui ont une très bonne diffusion tissulaire et qui sont efficaces pour traiter les infections urinaires, les infections, osto-articulaires et infections pulmonaires. Et c'est bien pour ça et à chaque fois par enchymateuse d'infections plutôt sévères. C'est bien pour ça on parle d'une épargne, en fait, d'antibiotiques, parce qu'évidemment, plus vous allez traiter de patients sous fluoroquinolone, plus le risque, entre guillemets, population, d'effets secondaires est important. Évidemment que les risques des fluoroquinolones, c'est un allongement du QT, donc ça, c'est un problème cardiologique, mais quand même. C'est des douleurs, enfin, c'est également des douleurs et des ruptures tendineuses et c'est aussi, après l'alerte de la NSM, des complications vasculaires de la paroi vasculaire. Cela ne nous empêche pas, en tant qu'infectiologue et moi je suis également référente pour les infections de prothèses vasculaires, alors que c'est des patients qui sont déjà avec une maladie vasculaire sous-jacente, de les traiter par fluoroquinolone. Mais c'était aussi pour faire un peu une alerte et pour qu'il y ait un peu aussi une prise de conscience des praticiens, quels qu'ils soient, hein, de ville ou d'établissement de santé, que ces médicaments ne sont pas à prendre à la légère. Mais ça existe évidemment et c'est pas non plus une restriction de prescription. Si bien sûr le bénéfice est supérieur au risque, donc c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque.
que vous avez d'autres questions? Ah non, j'ai pas regardé le chat. Tout le monde est en postprandial, là, il y a plus de questions. Merci Élise, c'était extrêmement clair. Attends, lavage à l'eau. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être dans la salle, Denis? Parce que vous n'avez pas le son dans la salle S'il y a des de. questions, ouais. N'hésitez pas, hein. Juste pour les équivalences, enfin pour les médicaments qu'on peut prescrire IV-Péros, on va essayer de faire un document qu'on va essayer de diffuser en région. Je pense que c'est intéressant de penser comme ça. Même en réanimation, vous voyez, de se dire, en fait, on est aussi bien à prescrire un Péros d'emblée, si le patient peut prendre, bien sûr, à chaque fois, qu'à chaque fois de passer par une voie veineuse, qui complique un peu les choses. Donc il y a le docteur Marini qui est ravi de cette proposition d'e-learning. Ah, super! Il oui, j'ai est pas vu. intéressé par le voyage à l'Ornétal, mais on ne sait pas. Et puis Je voilà, vote pas alors, trop, non. forcément, il faut compter sur Laurence pour dénoncer. Tiens, tu vois, ça, c'est. Voilà. Elle voulait faire ça tranquillement. Voilà. Élise, j'avais Oui, une Denis. question, une remarque plutôt par rapport à l'antibiogramme ciblé. Oui. Alors, je vais demander à mes collègues de confirmer, parce que j'ai eu plusieurs fois, on a eu plusieurs fois la question au moment de l'enquête de prévalence sur des antibiogrammes qui, pour moi, correspondaient justement à ces antibiogrammes ciblés. Et en fait, tu disais que c'était pour la personne moins de 65 ans, c'est ça? Oui. Parce que là, en Donc, en fait, EHPAD, on a l'impression qu'il y a pas mal de laboratoires qui rendent déjà des antibiogrammes ciblés. Je vais vous montrer. En fait, j'avais pas forcément mis ça comme détail, mais je vais juste retrouver un petit topo. Pendant que Et je tu vais vous cherches, il y montrer a à une quoi ça autre, ressemble, en fait. il y a une autre question aussi, si tu veux. Ouais, vas-y. Est-ce que quelqu'un qui ne va pas être prescripteur pourrait être amené à faire le relais de la ceftriaxone vers le cefixime en Péros? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Ah! Bah, pardon, je réfléchis. En fait, je réfléchis parce Après, c'est qu'au du niveau direct, hein, vous voyez, IVFC on n'a pas en fait répété les questions. Hein. pas du tout. En fait, les bêta-lactamines, au niveau urinaire, ça va marcher. C'est-à-dire que globalement, la diffusion est très, très bonne. Donc je pense qu'au niveau efficace, ça va marcher. Après, est-ce que ça a un intérêt au niveau, du préservation du microbiote digestif? Je pense que la question, elle est C'est un tournée comme ça, c'est dans l'épargne. Bah, ouais, moi Voilà. je pense que c'est pareil. Enfin, je pense que c'est alors on n'a pas d'études, attention, je m'exprime correctement. Il n'y a pas d'études qui comparent réellement l'impact de tel ou tel antibiotique précisément par rapport aux autres. Mais c'est en train d'être fait, ici à Rouen dans les infections urinaires, mais pas forcément avec cefixime et ceftriaxone. Mais on va comparer ceftriaxone à une autre molécule qu'on appelle la thémocyline, qui est une molécule un peu de réserve, qui est prescrite, en milieu hospitalier, mais qui peut voir un peu s'il y a moins d'impact de la thémocyline par rapport à la ceftriaxone. Néanmoins, je pense que c'est bonnet blanc et blanc bonnet sur l'impact du microbiote, voire peut-être Parce même qu'il y un a peu moins bien. Il y a quand même du coup une espèce de mot fourre-tout, enfin pas. Le mot-clé de ça, c'est la résistance de classe, en fait. Oui, Le fait que, voilà. tout à fait. Et pas seulement, parce qu'il y a la diffusion dans les selles ou dans les voies urinaires en fonction de la nature chimique de l'antibiotique. Bien sûr. Ouais, moi franchement, je pense que c'est pas une enfin, ça sert à pas grand-chose. Enfin, je pense que Et ça puis sert à rien. Par contre la diffusion dont on parlait tout à l'heure, je t'ai pas interrompu, Élise, parce que je déteste ça, hein, bien entendu, tu as remarqué, je le fais jamais. Mais en fait, tu parlais des usines dans des pays asiatiques avec les effluents et tout ça. Bon, pas besoin d'aller très très loin non plus. Hein. On va juste dans les effluents des CHU et puis on retrouve des bactéries multirésistantes. Hein. C'est pour ça que c'est important de réfléchir collégialement et à plusieurs endroits. Alors, c'est moi qui fais une approximation. Je vais vous repartager un autre diaporama où je parle d'antibiogrammes ciblés. J'aurais d'ailleurs pu en parler. Je vous prie de m'excuser. Hop. En fait, c'est à partir de 12 ans. Donc, c'est moi qui suis un peu, c'est moi qui suis pas très précise. C'est pas du tout moins 65 ans. C'est à partir de 12 ans. Donc, c'est même pas 15, c'est 12, excusez-moi. Donc, c'est à partir de 12 ans chez la femme adulte et c'est infection urinaire à entérobactéries. Donc, c'est quand même assez précis, mais c'est quand même le plus fréquent. Donc, l'intérêt du ciblé, c'est qu'on a ici une femme de 25 ans, cystite, etc. Vous avez ici Escherichia coli qui est sauvage, hein, qui est totalement résistant avec énormément de molécules qui sont testées. On ne sait pas trop quoi donner. Et en effet, par exemple, on vous met aussi céphotaxime, ceftriaxone, cefixime, qui sont toutes des C3G. Et en fait, après, comme le cadre nosologique, c'est cystite simple, non grave, bien sûr, comme c'est une cystite, vous avez que 6 molécules qui sont testées. Et donc, en fait, le rendu restreint
permet le suivi des recommandations thérapeutiques. On est un peu plus aidé en tant que prescripteur de dire ah oui c'est vrai alors comme j'ai pas les C3G j'en prescris pas, elles sont pas testées. Donc ça incite en fait à limiter le spectre et à respecter un peu plus les recommandations. Donc c'est ça l'objectif, c'est de lutter contre l'antibiorésistance et limiter les fluoroquinolones et également les céphalosporines 3e génération. Et donc les contextes précis, je vous prie de m'excuser à nouveau pour l'imprécision, c'est plus de 12 ans, donc femmes et jeunes filles, dont peut-être les femmes âgées également. Par contre, ça veut dire que, ça c'est important, c'est-à-dire que sur la prescription de CBE, il faut préciser, le tableau clinique. Parce que si on met rien et en fait c'est compliqué parce que vous n'allez pas tester les fluoroquinolones pour une cystite, par contre vous allez tester pour une pyélonéphrite. Vous voyez, ça change vraiment tout et c'est que chez la femme. J'avais mis ça, je crois que c'est tout, ouais. Est-ce que je réponds à ta question, Denis? Oui, pour moi, oui, mais je pense qu'effectivement, pour vous, c'est vrai qu'on s'était plusieurs fois posé la question Ah ouais, au je pense. moment Après, de... ça vaut. Alors après, ce qui est important aussi, c'est que, et ça, je pense que Joanne sera d'accord avec moi, je pense que ça vaut le coup de dire, oula, j'ai pas trop compris le CBU, c'est quoi ce truc? Alors après, il faut prendre le temps, mais ça peut aussi de dire, je prends le temps d'appeler le microbiologiste, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez rendu ça comme molécule? En fait, il peut très bien se tromper, entre guillemets, de batterie. C'est déjà arrivé, oui, que le microbiologiste rende une batterie de cystite, et en fait, c'est une pyélo. Et vous vous retrouvez à Oui. dire, vraiment, j'ai pas les quinolones, j'ai pas les C3G, bah oui, mais comment je traite? Parce que les recommandations, c'est ces 2 molécules-là. Donc je pense qu'il Après, faut bien. ça fait une sélection aussi dans le mode de travail, et ça, je pense que tout le monde, Ouais. toutes et tous ici, on s'en rend compte. C'est qu'avoir un biologiste de proximité, quelqu'un avec qui on a l'habitude d'échanger, c'est quand même autrement plus efficace et intelligent que les gros regroupements anonymes qui envoient le CBU à 500 km. Et en même temps, ça va être ça de plus en plus. Oui, on va essayer d'aller contre. C'est pour ça qu'on va Oui, faire oui, la tout à fait, promotion tout à de fait. nos laboratoires, nos artisans du talent, Élise. Après, ça peut être aussi même de discuter, tu vois, sans forcément avoir le biologiste qui a fait le travail. Ça peut être aussi de dire, bah, vous en pensez quoi? Enfin, qu'est-ce que je mets? On peut toujours demander, et ça peut être aussi demander l'avis aussi infectieux avec ce Oui, type aussi. de CE, évidemment. Il y a un projet aussi, mais qui a du mal à voir le jour quand même au niveau national, donc des infectiologues français, de porter ce travail-là en fait d'antibiogramme ciblé pour qu'il y ait vraiment une diffusion. Parce que pour l'instant, en fait, c'est 2023. Vous avez vu les recommandations, je suis passée un peu vite, c'est 2023. Et là, pour l'instant, je crois que l'application des recos est quand même pas très importante et il n'y a pas trop d'accompagnement. Donc, je pense qu'il y a un problème, des antibiogrammes ciblés, est-ce qu'ils sont faits ou pas? Et après, peut-être la lecture de ceux-ci. Donc, il y aura une formation à faire des prescripteurs et comment lire le CBU. Il est 15h05, on a commencé à 14h05. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bon? Est-ce que Moi, j'avais une question généraliste sur l'information. Élise, tu parlais Ouais. des e-learning, là. Est-ce Oui. que c'est prévu de proposer ça aux médecins généralistes? Alors, Aux médecins pro ou etc. oui, alors, c'est vrai que, comment dire? On réfléchit à plusieurs façons d'informer les médecins généralistes. Et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à faire ça, Joanne, je suis en train de me dire. À faire quoi? Bah, faire un e-learning médecin généraliste. Ah oui, non, enfin si, moi j'y ai pensé, mais Parce qu'on est parti à faire des courtes vidéos, enfin bon, bref, plein de trucs, mais pas ça forcément. on est parti sur Practimed. Oui, je sais Ah bien. oui, tu Je veux suis en un train de truc dire. d'entraînement avec des bons points et tout ça. Moi, de toute façon, je disais ça en blaguant un peu, tant que ça touche un peu les professions autour, mais pour la profession de la médecine générale, je veux qu'il y ait des lots à gagner, soit des chocolats, OK. soit des. D'accord. On va réfléchir à ça. Sinon, ça n'a aucun Laurence, intérêt. on est parti. Alors par Voilà, contre, les Synchos, c'est une super idée et je pense qu'on intervient, alors je ne sais pas qui sera là, mais on intervient à la journée normande des EHPAD ou des médecins coordinateurs animée par Isabelle Crinière qui a lieu le 16 juin à Deauville. Et je pense qu'on proposera tu vois, un e-learning de ce genre-là. bah, écoute, c'est une bonne idée, je pense. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que ça vaut le coup d'envoyer vos questions a posteriori. On pourrait très bien faire une foire aux questions secondaires s'il y avait d'autres choses en plus. Et puis, n'hésitez pas à reposer vos questions à Cécile ou à Josiane, puisque
elles nous les transmettront et on y répondra avec plaisir. Puis on mettra Merci Élise. Juste deux remarques. Est-ce qu'on aura pour avoir ta présentation? Évidemment. Et l'enregistrement peut-être même. C'est filmé. Oui, l'enregistrement. C'est filmé et oui, bien sûr, pas de souci. Je vais le mettre en format PDF. Ouais. Et une dernière remarque, tu as proposé différentes recommandations. Est-ce que quelque part, ce que c'est prévu dans la boîte à outils ou sur votre site, un endroit de regrouper justement ces différentes infos autour de l'infection urinaire, etc. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile de se rappeler, c'est la SPILF, etc., qui a émis telle recommandation. Ouais. À un moment de regrouper au même endroit. Bah oui, tu as raison, on pourrait. Alors, c'est vrai qu'on avait fait de ces boîtes à outils que. En fait, l'HS a sorti infection urinaire femme enceinte, infection urinaire de la femme, et donc ce qui comprend arrêt de complications donc de la femme âgée, si je peux un peu. Donc, on peut très bien les mettre, tout à fait. Ouais, c'est une bonne remarque. On va faire ça. On avait prévu de les mettre dans notre référentiel boîte à outils. Ouais. Il faut qu'on les mette, tu vois. Il faut qu'on le fasse. Ok, très bien, pas de problème, je vais mettre ça. Bah, écoutez, merci pour votre. Merci beaucoup, Élise. C'était très clair et intéressant. Bonne journée. Au revoir. Et je me disais juste qu'on pourrait diffuser ce webinaire auprès des médecins déjà dans un premier temps par le réseau Normandie Hygiène et autres, parce qu'il y a, il y a des OH qui travaillent et je pense qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Bah oui, moi c'est. Enfin, bien sûr, évidemment. On en reparle? Oui. Merci à tous. Bonne journée. Merci Élise. Merci, au revoir. Au revoir. Salut.